C'est bon? Fait qu'on y va? Super. OK, parfait. Vous voulez amener votre entreprise techno au top? J'ai rencontré pour vous les meilleurs de l'industrie qui nous partagent leurs histoires et les expériences marketing qui les ont menés à un succès dont Bill Gates serait jaloux. Vous êtes à l'écoute de Marketing Techno. En pratique, si on ne fait pas ça, on serait encore au stade qu'on était en 2017, c'est-à-dire avoir une belle technologie, mais de loin pas avoir un produit et encore moins avoir un impact dans la vie des gens. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Marketing Techno. Aujourd'hui, je reçois avec moi le fondateur et CEO de Myelin ou Myelin, dépendamment de comment on le prononce, Marc-Olivier Choulet. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, donc merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un projet assez particulier puisque ça rejoint un peu la technologie, mais aussi un volet social et la santé qui sont dans votre application. Puis je vais te laisser la présenter pour que les gens saisissent bien de quoi il s'agit. Alors, de façon rapide, en général, on présente Myelin comme étant une plateforme de collaboration et d'information dans le domaine de la santé mentale. Mais pour pouvoir comprendre pleinement ce qu'on fait, il faut que je te ramène un peu en arrière pour te raconter comment ça s'est développé fondamentalement. La première chose à comprendre, c'est que moi, je suis doctorant en psychoéducation au début et je me spécialise dans le domaine du transfert de connaissances. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que la recherche soit mise en application sur le terrain? Et il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire là-dedans, mais fondamentalement, on réalisait de plus en plus qu'il y avait un problème majeur, c'est qu'il y avait trop d'informations. Mm-hmm. C'est dans le domaine de la santé mentale où moi je suis, c'est une base de données, c'est 3000 articles par jour. Puis si on prendrait un domaine encore plus spécifique comme celui de l'autisme où on fait notre prototype, il faudrait faire à peu près 18 heures de lecture par jour juste pour pouvoir se tenir à jour dans ce qui se passe. Donc le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'informations, c'est qu'il y en a trop finalement. Exactement. Et quand tu te retrouves à aller faire une recherche sur des bases de données puis que ça donne 5 millions de résultats, ben, ce que tu fais, c'est que tu tournes vers Google, vers Facebook, vers des endroits où il y a de l'information plus facile à trouver, mais par contre, qui est peut-être de moins bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de personnes qui ont des convictions qui pourtant sont très coupées de la réalité, comme le fait que les vaccins causent l'autisme ou bien que utiliser des solutions à base de Javel pourrait soigner leur enfant, ce qui est des choses qui existent pour de vrai. OK. Fait que la solution, la façon dont on s'est dit qu'on allait travailler là-dessus, c'est de se dire, toute cette masse d'informations, on voit qu'il y a toute l'intelligence artificielle qui se développe. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser une nouvelle technologie pour centraliser cette information-là, puis la rendre accessible autant aux intervenants qu'aux parents? Fait qu'on a décidé de lancer ça en 2017. On avait fait un premier site web. On avait fait un sociofinancement pour valider que les gens se disaient oui, on veut avoir de l'information scientifique. Et on a lancé tout ça qui a d'ailleurs très bien marché au début. On a gagné plusieurs prix là-dessus. Puis on est allé sur le terrain, on a rencontré les gens et on leur a dit voici ce qu'on a fait, c'est génial, on a résolu le problème de l'information. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens nous ont dit ouais, c'est très bien. Mais, et ce mais est une des meilleures choses que tu peux entendre en tant qu'entrepreneur, c'est que tu es sur la bonne voie, mais que tu dois encore avancer des choses. Et ce qui manquait fondamentalement, c'est de se dire, c'est gentil de me dire l'information scientifique, mais j'ai aussi besoin de l'information qui vient du terrain. Parce que moi, mon problème, par exemple, c'est que mon enfant autiste a, disons, une phobie des dentistes. Et pourtant, il doit aller chez le dentiste. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et malheureusement, des méta-analyses ou des revues systématiques sur les dentistes, il n'y en a pas vraiment. Donc, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est, écoutez, la recherche semble montrer que, par exemple, les approches comportementales sont meilleures que les approches psychodynamiques. Et les gens étaient oui, mais ma question, c'est comment j'aide mon enfant à aller chez le dentiste. Et cette réponse-là, elle existe uniquement dans le cerveau des milliers d'intervenants et de parents qui sont confrontés à ça tous les jours. C'est pour ça qu'on a complètement changé le projet. On a décidé de travailler en co-construction pendant plus d'1 année et demie pour travailler avec les gens du terrain en disant, OK, comment est-ce qu'on peut aller chercher des informations que vous avez? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous puissiez mettre en application des informations du terrain, comme par exemple tel CIUS ou tel intervenant a créé un protocole pour aller chez le dentiste. Vous allez pouvoir l'enregistrer, vous allez pouvoir le partager avec toutes les personnes qui sont proches de l'enfant. Vous allez pouvoir nous dire si ça fonctionne ou pas. On va utiliser ces données pour pouvoir donner les meilleures recommandations et pour pouvoir aussi aider tous les autres parents qui sont confrontés à la même situation. Et même si ça paraît, entre guillemets, facile en théorie, trouver ça
d'une façon qui soit utilisable sur le terrain de la vie de tous les jours, c'était complexe. Et c'est là que la co-construction a joué un rôle fondamental, ce qui nous a permis d'y arriver et de lancer la première version de l'application il y a 2 semaines maintenant. Donc, vous êtes tourné vers les utilisateurs, finalement, Complètement. Pour participer à la création d'une version 2 là, de votre application. Je dirais que c'était même plus que se tourner vers eux. C'était vraiment de se dire, c'est eux qui ont la solution et c'est eux qui vont trouver comment faire ça. Donc, c'était vraiment, entre guillemets, nous mettre à la disposition des utilisateurs pour créer non seulement une version 2, mais une version 3. En tout, on a créé une version par mois. Donc, on est rendu à quand même plus d'une quinzaine de versions. Et à chaque fois, vraiment, dès que quelqu'un nous disait qu'il y avait quelque chose à modifier ou qu'il fallait aller sur une autre voie, prendre le temps de l'écouter, même si ça nous paraissait être une solution, par exemple, non optimale, et voir ce qu'il y avait derrière et voir comment l'intégrer à notre pratique. Donc, dans un épisode que je viens juste d'enregistrer avec quelqu'un de chez Mirego qui développe des applications, on parlait justement de ça, de sortir de son bureau, aller sur le terrain, rencontrer les utilisateurs, que c'était ça finalement le meilleur moyen de développer quelque chose qui va fonctionner parce que sinon, on fonctionne sur des hypothèses. Donc, vous avez vraiment suivi ça à la lettre. Vous êtes allé à la rencontre des utilisateurs puis c'est eux quasiment qui ont créé une partie du produit. 100%. J'avais appris sur les approches Lean ou toutes les approches qu'on voit souvent en entrepreneuriat. Et ça semble des fois très théorique, mais oui, en pratique, si on ne fait pas ça, on serait encore au stade qu'on était en 2017, c'est-à-dire avoir une belle technologie, mais de loin pas avoir un produit et encore moins avoir un impact dans la vie des gens ou de nos utilisateurs. OK. Puis là, tu parles de produits. Est-ce que les gens payent pour utiliser l'application? Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne en 2 niveaux différents parce qu'on a vraiment 2 types de publics. On a, disons, le grand public, les personnes autistes, leurs familles, des personnes qui viennent d'apprendre quand leur proche a un diagnostic. Ces personnes peuvent venir sur notre plateforme pour aller chercher de l'information. Là, on fonctionne sur un système vraiment qui est purement vous payez ce que vous pouvez payer. Dans la logique où nous, le prix suggéré qu'on a, c'est $10 par mois. Okay. Mais on sait que beaucoup de familles ne peuvent pas se l'offrir. Fait que ces familles qui ne peuvent pas payer ça, on a mis en place un système d'entraide, ce qui fait que certains membres de la communauté payent pour elles. Et on espère pouvoir travailler avec des fondations ou d'autres organismes pour pouvoir financer ça. Okay. D'un autre côté, on a la partie plus professionnelle où vraiment l'intervenant peut faire un système de collaboration avec la totalité de l'écosystème, savoir qui a fait quoi à tout moment, savoir qu'est-ce qui a marché ou pas. Ça, c'est un tarif fixe pour l'instant de $29 par mois par intervenant. Et on vend ça principalement aux organisations, soit des écoles, des cliniques, des hôpitaux ou autres. OK. Puis, à date, c'est quoi la réponse que vous avez du marché, si je pourrais dire? On a une excellente réponse. Je te dirais que maintenant, c'est toujours travailler sur la deuxième chose, parce que là, on avait travaillé beaucoup sur les fonctionnalités. Fait que maintenant, c'est beaucoup travailler sur le UX, savoir que ce soit facile à utiliser, que ça puisse vraiment être intégré plus facilement. Mais plus ou moins, tout le monde qu'on a contacté jusqu'à présent était « oui, on veut l'utiliser ». Maintenant, il nous reste encore à déterminer comment, puis à rendre ça plus facile et à rendre ça, on va dire, que ça ne sente pas uniquement sur les early adopters, mais que ça puisse toucher tout le monde. Et évidemment, pour faire notre UX, on se relance dans une période de co-construction parce qu'on pense que c'est encore là la solution. OK. Puis, c'est quoi vos stratégies pour faire connaître l'application? Tu vois, c'est ça qui a été étrange pour nous, c'est qu'au début, la co-construction était venue vraiment d'un besoin purement égoïste, dans le sens on veut faire le produit, on veut faire un bon produit, on a besoin que les autres personnes nous aident pour faire ça. Donc, c'était vraiment centré sur la création d'une bonne technologie. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que l'approche de co-construction et l'approche de collaboration était aussi une méthode de communication qui était efficace. Parce que ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des organisations nous connaissent, ont vu l'évolution qu'on a fait, on a une relation de confiance, donc eux sont heureux de parler de nous, que ce soit la Fédération québécoise de l'autisme, par exemple, qui nous a remis un prix d'innovation en autisme, ça nous donne vite beaucoup de visibilité, que ce soit les influenceurs dans la communauté qui voient un projet, qui essaient de les écouter, qui essaient de créer quelque chose qui réponde à leurs besoins, donc qui ont une grande tendance à facilement faire des articles de blog ou d'autres choses sur nous, et que ce soit aussi la communauté, on va dire, au sens large. Les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, en tout cas notre public cible, beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Google pour essayer de trouver des informations. Et c'est des gens qui, naturellement, même sans qu'on fasse vraiment un effort marketing réfléchi, se sont retrouvés à venir de plus en plus facilement chez nous. Et maintenant, on va encore aller plus loin en organisant par exemple des Facebook Live et d'autres choses. Fait qu'on se base beaucoup sur des méthodes on va dire, de bouche à oreille, de communication un peu informelle parce que
les gens sont heureux de collaborer ou connaissent des personnes qui collaborent. Ensuite, quand on voudra s'étendre à un plus grand marché, là, peut-être qu'il faudra utiliser d'autres méthodologies, mais on n'est pas encore rendu. Puis, tu sais, souvent, quand les gens veulent partir un projet, des fois, un des facteurs de succès, ça va être d'avoir accès au marché qu'ils veulent percer. Donc, toi, est-ce que tu avais, là, Mylène, présentement, ça touche vraiment l'autisme. Est-ce que tu avais un accès particulier à cette communauté-là au départ? Je te dirais que non. En fait, on est venu dans l'autisme au tout départ, principalement parce que c'est là qu'on voyait le plus grand besoin, autant réel que ressenti. Par contre, c'est la première chose qu'on a fait. Les premières semaines où on a décidé de lancer Mylène, j'ai été fait le tour de toutes les organisations, j'ai été contacter toutes les personnes que je connaissais qui avaient un contact dessus, j'ai fait des appels sur Facebook. Mon premier intérêt a été de voir cette communauté. Et si les gens n'avaient pas réagi aussi favorablement, peut-être que Mylène se serait finalement développée dans un autre domaine. Parce que fondamentalement, ce qu'on fait, on peut le faire dans n'importe quel domaine. Ouais, donc, tu as testé un petit peu, voir, y avait-tu déjà une bonne réception avant de commencer à trop développer le projet? Complètement. En fait, même avant de commencer à développer le projet, c'était vraiment des prises de contact. C'est aussi pour ça qu'on a fait un premier sociofinancement pour voir si, à l'étape de l'idéation, il y avait déjà quelque chose qui était enthousiasmant dans l'idée. Et je dirais pas avoir peur. On se sent toujours un peu... disons, quand on débarque avec une idée en disant, ben moi, j'ai envie de révolutionner un domaine, mais je connais pas tant ce domaine. Je fais mon doctorat en psychoéducation, mais je connaissais pas spécifiquement l'autisme. On se sent très vite, on va dire, très timide, on a un peu hésité de contacter les gens, parce que la plupart des personnes sont très heureuses que le premier effort en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller demander aux gens concernés qu'est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Puis, en fait, on parlait de ça aussi quand on parlait même d'aller interviewer des clients potentiels. Les gens sont contents quand on s'intéresse à eux, finalement, quand on s'intéresse à leurs problèmes, à leurs besoins. Donc, généralement, ils sont assez réceptifs à donner du feedback quand on leur présente une idée. Mm-hmm. Et je pense que, déjà, oui, je pense que tout le monde aime... en guillemets, parler de soi, je veux dire comprendre, savoir qu'il y a quelqu'un qui essaie de se préoccuper de ce qu'on peut améliorer dans sa vie. Je pense qu'ensuite, évidemment, il y a des façons de faire. J'ai vu des projets où parfois, justement, il y avait des consultations, mais les gens n'avaient pas forcément l'impression d'être écoutés comme, enfin, d'être traités à part égale. C'est un peu genre, on fait partie de focus group, ok, mais est-ce que je suis vraiment estimé dans mon point de vue, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très important sur la façon dont on approche. Mais à partir du moment où on est respectueux et qu'on explique aux gens, écoutez, vous êtes un expert de ce domaine-là, je le suis pas. C'est vous qui savez quels sont les besoins. Globalement, vous connaissez mieux ça que moi. Et je vous remercie de prendre du temps pour me parler. J'ai envie de juste mieux comprendre. Puis je connais, en tout cas moi, j'ai jamais eu de refus là-dedans. Il y a des gens qui disent qu'ils manquent de temps ou d'autres choses, mais même ces personnes-là, souvent, quelques semaines ou mois après, j'ai pu redévelopper un contact, etc. Oui, ils vont te référer à quelqu'un d'autre. Puis, l'aspect, moi, en fait, je suis tombée sur ton profil parce que vous aviez gagné un prix qui était l'invention de l'année. Est-ce que vous avez postulé dans ces prix-là, dans ces concours-là, dans un espoir de visibilité aussi? Oui, on essaie de participer au maximum de concours différents. Il y a une optique de visibilité. Il y a aussi une optique de... Ça donne une certaine validation à ce qu'on fait. Alors, évidemment, c'est sûr que la validation finale se fait au niveau du marché, se fait au niveau de nos clients, enfin, est-ce qu'ils vont l'acheter ou pas. Mais ça permet au moins, quand on arrive et qu'on rencontre des personnes, de pouvoir dire, regardez, on a quand même un certain nombre de marques de notoriété, on a une certaine validité sociale, et ça permet d'avoir un peu un premier contact plus facile. Exactement, oui. Social proofing. OK. Donc, finalement, un autre concept de marketing super éprouvé, là. Donc, la preuve sociale, une reconnaissance qui vous donne une crédibilité aussi à ce que vous faites. Complètement. Puis, est-ce que tu vois, peut-être tu n'as pas d'expérience dans d'autres entreprises, mais le fait qu'il y ait un peu un caractère ou une mission sociale à votre produit, est-ce que tu vois que le marketing se fait différemment? Je pense que oui. Honnêtement. Ensuite, c'est sûr que moi, je suis dans un domaine très particulier qui est celui justement de la santé mentale. Et pour nous, le fait, par exemple, d'utiliser un marketing qui est très basé sur la collaboration, sur l'écoute, sur la coopération est incroyablement plus efficace que si on avait des messages beaucoup plus, on va dire, dans une approche plus de vente classique ou comme on peut se le représenter caricaturalement.
Parfois, il y a des très grandes organisations qui viennent puis qui disent « Regardez notre super nouveau produit ». Je dirais que dans notre domaine, le fait qu'on dise « On n'est pas là pour vous vendre un produit à la base, on est là pour répondre à un de vos besoins », est quelque chose qui parle beaucoup aux gens. Notre mission sociale nous permet aussi de gagner, je te dirais, une certaine confiance de la part de nos utilisateurs. Justement, de se dire « OK, ils ont comme une mission forte, avec des valeurs fortes. Évidemment, il y a un réalisme d'un point de vue financier, mais il y a quelque chose qui, dans le cœur de cette entreprise, correspond à mes valeurs. C'est quelque chose qui crée une relation, selon moi, différente avec l'utilisateur. » Puis ça peut être quelque chose de retenir, même pour les gens qui ont des entreprises dans d'autres domaines. Souvent, on pense que même c'est rare que je rencontre des gens qui ont lancé un produit pour faire de l'argent. Souvent, il y avait toujours une idée, une motivation. Puis les gens hésitent des fois à communiquer cette motivation-là, les valeurs de leur entreprise. Tu sais, on trouve que ça fait un peu que c'est du fluff un peu, mais au contraire, ça peut faire en sorte que les gens vont adhérer au produit, au projet, une fois qu'ils savent c'est quoi les intentions qui sont derrière. Complètement. Moi, je pense que s'il y a une sorte de, on va dire, tant que la personne arrive à voir qu'il y a une sorte de cohérence entre les valeurs et, disons, ce qui est fait par l'entreprise, comme par exemple, je veux dire, une entreprise de recherche de pétrole qui me dit que sa première valeur, c'est l'écologie, je vais quand même avoir de la difficulté avec ça. Un petit doute, ouais. mais disons qu'à partir du moment où on sent qu'il y a quand même une certaine cohérence, pour moi, les valeurs vont faire la différence entre être une entreprise parmi toutes les autres ou être une entreprise à laquelle certains clients s'attachent et se disent, celle-là, elle correspond à ce que j'essaie de faire. Puis, on parlait tantôt, si on revient sur la collaboration, est-ce qu'il y a des approches, est-ce que vous avez utilisé le design thinking ou est-ce qu'il y a des approches précises que vous avez utilisées pour faire collaborer les utilisateurs? Je dirais qu'on a utilisé un peu tout ce qui nous passait par la tête, pour être franc. On a eu des approches de design thinking, on a fait des journées de co-construction, vraiment dans lesquelles on faisait les structures classiques. Tu prends des post-it, tu colles plein de post-it, tu structures. Enfin bref, il y avait des choses extrêmement intéressantes qui étaient sorties là. On avait essayé d'un côté complètement inverse, d'aller avec des approches très structurées, donc des sondages avec des questions sur des échelles de 1 à 7, auquel fait quelque chose de très solide. Finalement, ce qu'on a réalisé, qui en tout cas pour nous marchait le mieux à cette étape de développement, c'était de créer des petits groupes de discussion. Donc, parfois, des groupes très mixtes, donc par exemple prendre un parent, un intervenant, un chercheur, essayer de mélanger un peu ça pour essayer de voir comment les points de vue, on va dire, différents pouvaient trouver des solutions communes, ou parfois juste prendre une rencontre avec, par exemple, pour nous, une équipe d'intervention, une équipe dans une clinique, les gens qui travaillent dans une école, et vraiment prendre un moment pour essayer de comprendre leur milieu. Et c'est une discussion un peu informelle. J'essaye en général d'avoir un peu une grille des choses que je veux discuter, mais je suis pas avec ma grille en faisant comme question 1 ça, question 2 ça. C'est un cadre général un peu. Exactement, c'est vraiment plus pour me donner une ligne rouge, puis m'assurer que je pose quand même toutes les questions, que je couvre à peu près les mêmes domaines avec chacun. Je dirais que pour nous, c'est ça qui avait le mieux marché. Okay. Et en plus, tu peux payer un café ou une bière à la personne, ça rajoute toujours quelque chose de positif. C'est ça. Donc, puis là, tout à l'heure, tu parlais en fait beaucoup de bouche à oreille, de visibilité un peu avec les concours et tout ça, pour, disons, grandir, développer le réseau d'utilisateurs. C'est quoi les stratégies que tu vois que vous allez pouvoir utiliser dans le futur? Très bon point, parce que tu vois, nous, notre choix au début, c'était justement de se centrer sur une niche, qui était donc celle de l'autisme. Donc, comme elle est relativement petite, c'était relativement facile de se baser juste sur ces techniques-là. Nous, la façon dont on veut se développer, c'est vraiment une verticale après une autre. Donc, par exemple, après l'autisme, on va peut-être voir se développer, disons, dans l'hyperactivité, le TDAH. TDAH, ça m'est venu en tête tout de suite quand j'ai vu la plateforme. Il y a tellement de recherches en ligne pour ces termes-là, tellement de gens qui cherchent la bonne information. Et honnêtement, les défis de la recherche d'informations sont très similaires. C'est aussi beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de choses dont on n'est pas sûr, beaucoup de groupes qui se créent. Fait que ce serait vraiment un domaine dans lequel on pourrait assez facilement se développer, dans lequel on prévoit de se développer d'ailleurs. Mais notre stratégie va être la même au début. C'est-à-dire, avant même de commencer à faire une communication plus générale, contacter toutes les organisations, autant représentations de parents que groupes de recherche, que grandes cliniques qui travaillent dans ce domaine, pour créer déjà une première connexion avec eux, puis voir les collaborations qui existent. Donc vraiment commencer déjà avec cette vision un peu de co-construction, on veut se développer dans un autre domaine, on a besoin de vous pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et c'est vous qui le connaissez, donc est-ce que vous acceptez de nous rencontrer pour pouvoir discuter de ça?
Une fois qu'on commencerait à avoir quelque chose, on se dit, bon, on a une première base, un premier ensemble de personnes. Là, on peut commencer à aller chercher de façon beaucoup plus large les personnes qui sont touchées. Fait que là, c'est sûr que, une fois de plus, nous, ce qu'on a vu qui marchait le mieux, c'était le marketing vraiment numérique, donc des Facebook ads et des choses comme ça, et ensuite, tu me diras si j'utilise pas bien mes termes de marketing, je viens pas de ce domaine à la base, mais du inbound marketing aussi, donc vraiment créer du contenu qui répond à des besoins des personnes pour qu'ils viennent voir ce que nous on a fait, puis qu'ensuite ils aillent se dire j'ai envie d'en savoir plus, je vais aller sur la plateforme. OK. Donc, puis en plus, c'est dans ta mission d'information aussi, là, donc c'est en ligne avec la mission de ton organisation. Complètement. Okay. Puis, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait que tu dis, ouais, ça, c'était peut-être pas le meilleur move, là, des erreurs à éviter selon toi? Des erreurs, je te dirais qu'on a fait pas mal. Typiquement, quand on est arrivé, on a fait beaucoup de tests au niveau de notre modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires relativement complexe. Oui, assez différent aussi. Hein? Oui, puis il fallait vraiment le trouver parce qu'on ne pouvait pas faire payer directement les parents, plein prix, etc. Fait qu'on a fait plusieurs tentatives dans lesquelles on faisait soit des préventes, soit d'autres choses pour voir comment les gens réagissaient. Par contre, quand on a fait ça, on a souvent fait des assez gros rabais. Ce qui fait qu'après, on se retrouvait souvent avec des résultats, on se disait, ouais, mais en fait, finalement, est-ce que c'est parce que les prix fonctionnent bien? Ou est-ce que c'est parce qu'on a fait un tellement gros rabais, comme par exemple, on a fait 50% de rabais par rapport au prix habituel, que les gens ont réagi? Des fois, parce qu'on n'a pas envie, je vais essayer de rendre ça un peu plus général, mais j'ai vraiment eu l'impression au tout début, en tant qu'entrepreneur, que tu aimes ton projet, tu l'aimes profondément, d'autant plus quand c'est dans un domaine social. Et quand tu vas te confronter au terrain, il y a plein de choses que tu es prêt à remettre en question sur comment est-ce qu'on amène des choses, mais il y a des choses qui te stressent fondamentalement, comme par exemple, je ne vais pas trouver de modèle d'affaires et du coup, mon projet va pas réussir à se développer. Ou ça pourrait être n'importe quoi comme ça. Et c'est vraiment un effort conscient et constant de vraiment tout le temps aller prendre ces choses qui nous inquiètent le plus et d'aller spécifiquement tester celles-ci. Nous, par exemple, notre modèle d'affaires, on l'a testé plusieurs fois, mais on l'a testé un peu à moitié. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas vraiment, ça va coûter exactement ça, puis on vous demande de payer plus un prix maintenant, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, puis, en fait, parce que aussi, le défi que tu as quand tu as une application avec ou un produit SaaS, en fait, qu'on pourrait dire, c'est que là, la personne, elle a payé 50%, mais le mois d'après, quand ça va être plein prix, est-ce qu'elle va rester? Donc, c'est ton taux de rétention aussi qui est un défi par la suite. Oui, puis ça, c'est très complexe pour ça parce que fondamentalement, nous, en plus, dans le domaine de la santé, les cycles de vente peuvent être relativement lents. Et quand tu fais une vente, c'est pas, tu te retrouves pas avec 30 000 $ d'un coup ou 100 000 $ d'un coup. C'est bon, on s'engage à payer, disons, 1 000 $ par mois sur X temps. Fait que c'est bien, mais pour ton cash flow, ça peut être des grands défis. Mm-hmm. Puis aussi, il faut que la personne retire des bénéfices rapidement. Dans le premier 30 jours, quasiment, si tu veux qu'elle reprenne le 30 jours d'après. Donc, est-ce qu'elle va avoir eu le temps de se familiariser avec l'outil, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, d'aller jusqu'au bout de l'utilisation dans cette période-là? Ça va être ça le défi, en fait. Et ça, on a encore sans aucun doute plein de choses à améliorer, justement, pour être sûr qu'on n'ait pas un taux d'attrition qui soit trop élevé. Oui, exactement. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter sur votre expérience. Pas particulièrement. Je te dirais que pour moi, le point principal que j'aimerais que les personnes vraiment essaient de retirer, c'est, on voit souvent la co-construction et la collaboration avec les gens vraiment uniquement sous un angle de optimiser le modèle d'affaires, de construire un bon produit. Et c'est vrai, mais j'aimais beaucoup le fait de pouvoir en parler dans un contexte justement plus marketing. Je pense que la relation, le fait de permettre aux gens de participer, de contribuer, et selon moi, en tout cas pour certains projets, particulièrement ceux qui ont une mission sociale, l'un des outils les plus puissants pour se créer une communauté qui va nous soutenir, peu importe ce qui se passe. Nous, il y a des personnes qui nous soutiennent depuis 2 ans, alors que objectivement, quand je vois ce qu'on faisait comme application au tout début, j'ai trouvé bien généreux de rester avec nous. Mais c'est parce qu'on avait justement cette approche de collaboration, puis je fais un conseil vraiment à toute start-up ou à toute entreprise qui va aller dans cette direction. Oui, puis après aussi, quand
quand on réussit, la réussite, la fierté est partagée. Puis même dans la création de contenu, ça peut être aussi simple que ça, de dire on fait des articles ensemble. Ben, c'est tellement plus motivant parce que comme n'importe quel travail ou sport d'équipe, on réussit ensemble. Donc, tu sais, c'est vraiment plus motivant de faire du marketing dans ce sens-là. Oui. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience. Puis, j'encourage vraiment les gens à aller voir le site web. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast, mais c'est Maëlyn, donc c'est Myelin. Et Marc-Olivier Schuller, on peut te trouver sur LinkedIn aussi, comme je l'ai fait. Sans problème. Puis, je confirme que tu réponds à tes messages. Donc, merci encore d'avoir été là. Puis, longue vie à votre projet. Puis, j'espère qu'il va y avoir d'autres verticales qui vont se développer prochainement. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Vous avez aimé ce podcast et vous en voulez plus? N'oubliez pas de vous abonner. Laissez également votre appréciation et un commentaire. D'ici là, lâchez pas la patate et comme dirait Bill Gates, don't let go the potato.